Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons parler du Sénégal. Mon invité et complice, Arnaud Leroux, est professeur d'histoire et de géographie. Alors Arnaud, nous allons aborder deux romans de Mohamed Mbougar Sarr, qui est un écrivain sénégalais, et donc il serait important de revoir certaines caractéristiques de ce pays d'Afrique de l'Ouest, à la fois si loin de la France géographiquement, mais aussi si proche d'elle par de nombreux aspects. Le Sénégal, c'est un pays relativement petit. Il fait à peu près un tiers de la France, il compte environ 17 millions d'habitants et il y a une grande différence entre la population urbaine de Dakar, la capitale, et celle rurale. Et c'est un pays qui est amené à se développer, surtout si l'on tient compte de ses ressources minières, gaz et autres. Alors pour mieux comprendre les romans de Mohamed Mbougar Sarr, il faut revoir l'histoire du Sénégal et de ses traditions. Et c'est là où tu interviens. Alors, l'islam arrive et il s'implante peu à peu en Afrique au 8e siècle. Est-ce que cela se fait d'un seul coup? Ma question est sans doute naïve. Est-ce que l'islam arrive au travers des échanges? Or, sel, armes, esclaves, n'y a-t-il pas des résistances? Alors effectivement, l'arrivée de l'islam se fait de manière très progressive. Au 8e siècle, ce sont avant tout des marchands qui traversent le Sahara et qui vont du côté de ce qu'on appelle alors à l'époque l'Empire du Ghana. C'est un des premiers États attestés en Afrique subsaharienne, plutôt centré sur le sud du Mali et l'est du Sénégal. Et cet Empire du Ghana est dirigé par des animistes, mais il y a une population de marchands, de négociants berbères, musulmans, qui vient dans cette région d'Afrique pour s'approvisionner. Alors, avant tout en or, c'est l'or qui va attirer les marchands arabo-musulmans vers cette région du monde, mais aussi pour s'approvisionner en esclaves. On va trouver des esclaves originaires d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Maroc à partir du 8e siècle, et qui passeront par le Sahara, des caravanes d'esclaves, mais c'est avant tout l'or qui motive ces marchands. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un islam rigoriste? Il n'y a pas encore ce qu'on appelle le wahhabisme? Non, le wahhabisme, c'est nettement plus tard. Le wahhabisme, on va commencer à en parler à partir du XVIIIe siècle, et ce sera dans la péninsule arabique. Mais c'est un islam qui s'accommode. Les premiers musulmans dans cette région s'accommodent très bien de l'animisme. De toute façon, oui, voilà, dans l'Empire du Ghana, ils étaient sous la domination de souverains animistes. On va en voir, en revanche, certains courants qu'on pourrait qualifier, avec nos yeux actuels, de rigoristes. À partir du XIe siècle, il va y avoir ce qu'on appelle les Almoravides, donc c'est un peu au nord du Sénégal. Ce sont des berbères qui sont organisés en gros comme une sorte de confrérie, peut-être pas de moines guerriers, mais en tout cas de guerriers, de religieux guerriers, qui vont déferler sur l'Empire du Ghana et le conquérir, mais aussi qui vont conquérir une bonne partie du Sahara occidental, la Mauritanie actuelle, s'emparer du Maroc et aller jusqu'à conquérir l'Espagne musulmane. Donc ils vont créer un grand ensemble territorial et imposer une vision nettement plus conservatrice de l'islam, mais globalement, voilà, l'islam en Afrique de l'Ouest arrive avant tout par les commerçants et s'accommode extrêmement bien de l'animisme au moins au XXe siècle. Oui. Alors l'islam va apporter une richesse culturelle, ça ne faut pas oublier. Quelles en seront les caractéristiques? Alors nous, on pense tout de suite aux sciences ou à la médecine. Oui, effectivement, mais c'est aussi, ça leur permet de développer aussi des réseaux commerciaux qui vont bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Faut s'imaginer que le monde musulman, à ce qui correspond à notre Moyen-Âge, en fait, il s'étend du Sénégal jusque
au sous-continent indien jusqu'à l'Asie du Sud-Est, et que à travers ce monde musulman vont transiter des idées, mais aussi énormément de biens, des produits par exemple de luxe. Les soieries de Chine ou d'Extrême-Orient vont transiter jusqu'en Afrique de l'Ouest, certaines épices, etc., etc. D'accord. Alors, lorsque les Occidentaux arrivent, ils vont arriver au XVe, puis au XVIIe siècle, est-ce qu'ils apportent avec eux les missionnaires catholiques? Ou est-ce que ce processus de conversion, j'allais dire ce prosélytisme catholique, tel qu'on a pu l'observer par exemple au Rwanda, Burundi, en Afrique centrale, ne démarre-t-il qu'au XIXe siècle? Alors, en fait, ça dépend des Occidentaux. Les premiers à arriver sur le littoral sénégalais, ce sont les Portugais. Les Portugais qui sont lancés à la conquête de l'Atlantique pour espérer arriver aux Indes, donc l'actuel sous-continent indien, mais en contournant le continent africain. Ils vont commencer par explorer les îles au large du Sénégal, donc les îles du Cap-Vert. Ils vont s'y implanter dès le XVe siècle. Et puis, ils vont créer des petits comptoirs. Par exemple, Rufisque, actuellement au Sénégal, pas très loin de Dakar. Ils vont se commercer en Casamance, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Guinée-Bissau, donc à l'époque ce qu'on appelait les rivières de Guinée. Mais ils vont être chassés à partir de la fin du XVIe siècle par les Néerlandais, qui, eux, n'ont absolument aucun intérêt pour l'envoi de missionnaires, pour l'évangélisation. Les Portugais avaient ce côté, on va propager la bonne parole, même si, dans les faits, ce qui les intéressait avant tout, c'était de récupérer des esclaves, voire d'accéder à ce mythique empire. Cette fois-ci, on est au XVe siècle, cet empire du Mali, qui avait succédé, après plusieurs siècles de troubles, au Ghana et qui avait le monopole du commerce de l'or. Les Néerlandais s'en désintéressent complètement. Les Français qui succèdent ensuite, qui vont évincer les Néerlandais, n'ont pas un grand intérêt pour l'évangélisation des populations locales. Des populations locales où l'islam est justement bien implanté, donc ça n'a pas grand intérêt pour eux de se convertir. Ceux que les Français vont convertir, avant tout, ce sont des affranchis. Il y a toute une population d'affranchis dans ces comptoirs. Et puis les métis, notamment les femmes, les signares, avec lesquels ils ont des enfants. Ils vont créer des sortes de dynasties d'origine franco-sénégalaise dans des comptoirs comme Gorée ou comme Saint-Louis. C'est vraiment, en fait, cette présence européenne, elle reste très très marginale, elle reste limitée aux côtes jusqu'au 19e siècle. Dakar n'est fondé qu'au milieu du 19e siècle, et c'est à partir de la prise de contrôle territorial que on va essayer d'envoyer quelques missionnaires à des fins, de contrôle des populations, mais ces efforts missionnaires vont surtout réussir là où il y a eu une influence portugaise auparavant, donc dans le sud du Sénégal, plutôt en Casamance, où il reste une population catholique. Certaines ethnies vont être plus sensibles au travail missionnaire, qui va vraiment prendre de l'importance à partir de la fin du 19e siècle, mais globalement, l'évangélisation, la christianisation, ce sera pas quelque chose qui va intéresser les Européens pendant des siècles et des siècles. Et alors, est-ce qu'il va y avoir une opposition? Parce qu'à un moment, ces deux courants religieux vont finir par s'opposer. Est-ce qu'il y a eu des luttes d'influence religieuse? A priori, non, parce que les missionnaires, ils ont pu s'installer un peu partout et ils ont réussi à convertir des portions d'ethnie. D'accord. Les Sérères, ils sont à la fois musulmans et catholiques. Les Wolofs, ils ont une tradition plus ancienne, ils avaient le pouvoir, et eux, ils ont peut-être été plus rétifs. Mais ça va dépendre de l'ethnie, en fait. D'accord. Et du degré d'islamisation de celle-ci. Donc, en fait, on ne peut pas dire que ce sera schématique, que les grandes villes seront christianisées et la campagne islamisée. On ne peut pas... Tout dépend des ethnies, en fait. Ça dépend des ethnies, et puis ça dépend de l'islam qu'on voit. Dans les campagnes, on a cet islam un peu matiné d'animisme qui se maintient. Dans les villes qui sont prises dans des réseaux plus vastes, on voit apparaître des mouvements réformistes, plus inspirés par l'islam arabe, et ça va
mener à des idées modernistes, mais aussi à des idées nettement plus conservatrices. C'est là qu'on va voir apparaître aussi le wahhabisme. C'est d'abord dans les villes. Donc oui, donc l'islam des villes, l'islam des campagnes est un petit peu dissocié, mais voilà, ça va un petit peu s'égaliser après l'indépendance. Puis il y a aussi l'influence dans les campagnes de la confrérie mouride. C'est une confrérie soufie. Donc les soufis sont des sortes de mystiques musulmans qui ont des pratiques qui font lever les yeux au ciel aux musulmans bien orthodoxes et conservateurs, les amulettes, certains rituels, etc., qui sont hérités de l'animisme et qui ont une énorme influence, alors culturelle, politique, mais aussi économique. La confrérie mouride incite justement ses membres à justement profiter des opportunités terrestres, notamment dans ce qui concerne le commerce. Il y a une sorte d'esprit d'entreprise des mourides, en fait, qui rend cette confrérie incontournable de nos jours. Alors, tu vois où je veux en venir, puisque nous allons thématiser en particulier l'un des romans de Mohamed Mbougar de Purs Hommes. Je voudrais parler de l'homosexualité au Sénégal. Alors, de récentes publications, donc en dehors du roman, font allusion à des réactions particulièrement agressives face à la communauté homosexuelle, et je dirais au sens le plus large du terme, la communauté LGBT. Peut-on généraliser cela pour le Sénégal et peut-être même sur toute l'Afrique de l'Ouest? Alors, d'une part, non, on peut pas généraliser ça à toute l'Afrique. L'Afrique, c'est un ensemble énorme, avec des cultures bien différentes, bien distinctes, même à l'intérieur de certains pays. Et effectivement, alors qu'on peut observer une homophobie très marquée et officielle dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'Afrique de l'Est, il faut se rappeler que il y a toujours un projet de loi qui revient, c'est un peu le serpent de mer en Ouganda, pour condamner, alors je ne sais plus si c'est à mort ou à la prison à vie les homosexuels, mais sous l'influence des églises évangéliques cette fois-ci, il y a une homophobie dans certains pays africains, mais par exemple, on est en Afrique australe, même s'il y a toujours des manifestations d'homophobie, ça a été décriminalisé. En Afrique du Sud, le mariage pour les homosexuels est autorisé. Bref, il y a différentes Afriques qui évoluent dans des sens divergents finalement. Et l'Afrique de l'Ouest, elle est à la fois à la croisée des influences, alors d'un islam plus rigoriste, mais aussi des églises évangéliques qui, dans des pays par exemple comme le Ghana, qui est plutôt majoritairement chrétien, tissent aussi leur toile pour justement réprimer plus sévèrement l'homosexualité qu'elle ne l'est déjà. Il y a deux questions que j'aimerais te poser. La première, c'est est-ce que cette homophobie elle est liée à la montée du salafisme ou du wahhabisme, ou est-ce qu'elle serait plutôt à mettre sur le compte de la question identitaire, c'est-à-dire qu'on associerait l'homosexualité, en gros, pour faire vite, aux blancs. Cette homophobie affirmée, même spectaculaire, dans les cas décrits par Mohamed Mbougar, elle est relativement récente en fait, dans la mesure où, dans un pays comme le Sénégal, il existait jusque au moins après la Seconde Guerre mondiale, une population, un groupe social formé d'individus qu'on décrirait aujourd'hui comme non-binaires, c'est-à-dire des hommes qui s'habillent en femmes, se comportent en femmes, parlent comme des femmes et justement s'adonnent à des activités de femmes. On les appelait en Wolof les Gordigen et c'était totalement accepté et ça faisait partie de la vie quotidienne. C'était même, on les invitait pour les grandes occasions de la vie, les mariages, etc., etc. Aujourd'hui, ce terme de Gordigen a perdu ce sens mélioratif pour devenir quelque chose de péjoratif. C'est une insulte pour tout homme qui dérogerait à une vision extrêmement stéréotypée de la masculinité. On a vu par exemple ça pour un chanteur sénégalais, Wally Seck, qui a eu le malheur de se faire photographier avec ce qui était vu comme un sac à main féminin, et ça a déclenché une polémique absolument inouïe pour vue d'Europe, en fait. Tu saurais nous en dire un petit peu plus? Parce que ce personnage, il fait écho à un personnage qu'on trouve dans De Purs Hommes. C'est un chanteur traditionnel sénégalais.
la musique sénégalaise est très, très riche et ils en tirent une certaine fierté. Et je crois que c'était sur un de ses comptes sociaux, il s'est fait prendre en photo. Comme les hommes sénégalais en général, ils prêtent beaucoup d'importance à son apparence. Et là, il avait un sac qui, justement, a été vu comme un sac à main féminin. Il a été insulté pour ça, et sur conseil de son marabout, il le dira plus tard, il a mis en scène l'incendie de ce sac à main durant un concert. Ça a été enregistré, et on peut entendre les voix de la foule qui l'acclament au moment où il met le feu, où il détruit ce symbole de féminité Oni. Et voilà, il s'est justifié en disant « c'est mon marabout », donc son directeur spirituel. Alors marabout, ça peut avoir un sens aussi... Ça peut être un homme, un religieux musulman, mais ça peut être aussi à la croisée de l'animisme et de l'islam. En tout cas, voilà, c'est son directeur spirituel qui lui a dit, il l'a fait, et grossièrement, la situation est rentrée dans l'ordre pour lui. Alors, ce phénomène d'homophobie qu'on trouve dans De Purs Hommes, est-ce qu'il s'inscrit, à ton avis, dans un mouvement général ou global d'intolérance face à toute forme d'altérité? On voit cela, par exemple, cette homophobie, on la trouve en Chine, on la trouve en Inde. Est-ce que c'est lié à des pays qui seraient, pour le dire en euphémisant un petit peu, des pays dirigistes? Oui et non, le Sénégal est quand même, a quand même longtemps été un exemple d'État démocratique en Afrique subsaharienne. C'était même, dans le cadre de la France-Afrique, le pays le plus... La vitrine démocratique de la France-Afrique, notamment avec Léopold Sédar Senghor. Donc oui, le Sénégal, même si, voilà, dernièrement, il y a eu cette affaire de journalistes d'investigation inculpés par la police et arrêtés, ça reste un pays globalement, même si la situation a tendance à se détériorer, ça reste un pays globalement démocratique, en particulier quand on le voit les voisins du Sénégal, comme le Mali, la Guinée ou la Mauritanie au nord. Donc, État dirigiste, pas forcément, mais peut-être une réaction identitaire vis-à-vis d'une culture occidentale qui imprègne en fait tous les aspects de la vie, mine de rien, des Sénégalais. C'est un pays qui est ouvert sur le monde, c'est un pays qui regarde vers l'Atlantique, il y a une communauté sénégalaise importante à New York, il y a une diaspora sénégalaise en France, et peut-être que c'est voilà, une réaction de rejet face à quelque chose qu'on voit comme, peut-être pas une ingérence, mais en tout cas une intrusion extérieure, alors que, comme on a pu le voir, il y avait une forme d'homosexualité qui a été autorisée et même totalement acceptée pendant au moins des décennies, voire des siècles. D'accord. Merci beaucoup Arnaud. Chers auditeurs, chères auditrices, ce podcast se termine. La semaine prochaine, nous allons, avec Nicolas Oltramar, présenter le roman de Mohamed Mbougar Sarr, De Purs Hommes. Merci Arnaud. Merci Colette. Et à la semaine prochaine.